Allez, je pense que comme moi, tu as vu passer cette vidéo de Flutterflow où ils ont annoncé qu'ils ont mis à disposition un template qui va t'aider en fait pour le hackathon qui est organisé pour ce mois d'août où il faudra utiliser en fait un LLM. Donc un LLM qui est proposé dans ce template-là, c'est le LLM de Google. Donc moi, je vais aller vraiment au fond des choses. Là, en fait, ils ont juste survolé au niveau de la vidéo, mais moi, je vais aller vraiment au fond des choses pour que tu puisses, à la fin de cette vidéo, comprendre comment marche le template en question et que tu puisses justement être prêt pour faire le hackathon si jamais tu en as envie. Allez, c'est parti. Donc, première étape, tu vas tout d'abord sur le site marketplace.flutterflow.io pour justement cloner le template en question. En fait, tu vas pas pouvoir le cloner directement, mais il sera en fait accessible directement depuis ton compte Flutterflow au moment où, pas au moment, mais juste après que tu l'aies acheté. Donc, une fois que tu as créé ton compte, tu vas avoir accès à cette page-là. Donc, tu cliques sur AI Chat GPT et tu cliques sur Add Now. Et en faisant ça, le template il va se rajouter au niveau de tes listes des éléments que tu as achetés. À partir de là, tu pourras cliquer sur Create Project. Et une fois que tu cliques sur Create Project, il va te permettre d'accéder directement en fait à tes projets. Donc de là, tu vas pouvoir créer ton projet. Donc on va l'appeler Hackathon BIS, le nom du projet. Create Project. Et ce qui fera que, une fois que tu auras fait ça, en fait, le projet, il va être cloné. Donc là, je vais vraiment aller petit, étape par étape, pour déjà faire fonctionner le template. Donc là, il y a une erreur déjà. Donc pour le corriger, donc là, il dit Custom Functions need to be checked before for errors. Donc ça veut dire qu'il y a une erreur quelque part. Donc ça, on va le corriger. Donc pour le corriger, Custom Function, elles doivent se trouver normalement. J'oublie à chaque fois, c'est là. Ouais. Donc le Custom Function en question, c'est Format Message et qui prend en paramètre une liste de messages. Et la liste de messages, en fait, c'est une transformation d'une liste vers une map. En fait, une liste de messages struct qu'on va transformer vers une liste de maps avec comme clé une chaîne de caractères et derrière des objets. Hop. Donc il retourne un JSON en fait en retour. D'accord. Ok. Donc pour faire disparaître le point rouge là, il suffit juste de cliquer sur Check Your Custom Function. Et là, j'ai plus d'erreur. Donc on va parcourir les différents éléments de ce template là. On va pour cela, même si on va faire des allers-retours, c'est pas grave. On va tout d'abord commencer par les différentes pages et les différents components. Donc on a une seule page. Donc preuve en est, hop, si on va dans Settings, on n'a qu'un seul entry page. Donc ça, c'est la page qui va s'afficher la première connexion. Donc entry page, ça va être Gemini. Et une seule page, comme je l'ai dit, et 4 components. C'est pas mal. Petit rappel, un component, c'est des éléments qui sont réutilisables. Mais bon, là, je vois pas trop l'intérêt d'avoir mis ça en réutilisable. Mais bon, ils ont fait ça comme ça. C'est pas grave. Qu'est-ce qu'on fait? Bon, on va analyser tout d'abord la page. Donc la page en question, hop, je vais réduire au minimum. Donc elle est constituée à la racine par une row. Donc le row, c'est bizarre aussi. Il y a peut-être une raison, mais ouais, pourquoi pas. Une row comme widget racine de la page. Ensuite, on a un vertical divider. Je pense que c'est cette... je pense qu'on verra quand on va tester tout à l'heure. Où est-ce que c'est visible, ce divider-là? Allez, je vais lancer tout de suite le test, comme ça on pourra le voir. Donc là, ok, je reviens là. Donc on a... J'ai dit un vertical divider et puis un body. Donc à la suite, vertical divider, puis un body qui est un conteneur. Ensuite, au niveau de notre conteneur, on a une colonne.
Donc c'est pour afficher les trucs en longueur. Ok, pas mal. Et ensuite, on utilise le top header component. Ok, donc si on regarde le top header component, qu'est-ce qu'il fait? En fait, pour moi, il fait rien. Il affiche juste des choses. Hop, si on regarde la structure, si, il y a quand même des actions par-dessus le. Il y a 3, donc ça c'est des colonnes, hein, c'est des classiques, widgets classiques. Hein. Si vous regardez la chaîne, je pense que vous savez maintenant comment ça marche, les rows et les colonnes, les conteneurs. Par contre, je suis curieux à quoi servent ces boutons-là. Donc le premier bouton, hop, comme c'est une action, ça affiche une dialogue qui, je pense, permet d'afficher le Add API Key. Et le Add API Key, on va le voir tout à l'heure, il va servir à saisir la clé d'API qui permet d'appeler derrière l'API de Gemini. Ensuite, le deuxième component, il sert à quoi? Donc action, donc il y a 2 actions. Ça permet de switcher de dark mode à light mode. Ok, je savais pas qu'il y avait une action qui permettait de faire ça. Hop, donc light mode ici, et ici dark mode. Ok, super. Et le dernier bouton, il y a une action, donc ça permet de faire un update state et ça permet de mettre à jour, de nettoyer un app state qui s'appellerait prompt et également un app state qui s'appellerait chat. Donc, je pense tout ça, on va le voir tout à l'heure. Donc là, on était sur le parcours de la page Gemini. Donc top header, c'est un component qui permet de faire les actions qui sont là. Ensuite, continuant, Gemini, arborescence de widget. Donc on a une row, donc on a une ligne, row. C'est un peu particulier comme organisation, mais pourquoi pas. Et à l'intérieur du row, j'ai main body, un conteneur. Ok. Et à l'intérieur du conteneur, j'ai un stack. Bon, pour moi, ça reste bizarre, mais bon, ça a l'air de fonctionner. Hop. Donc, à l'intérieur du stack, j'ai un conteneur. Et par-dessus le conteneur, j'ai la liste des chats. Attendez, je vais mettre là. Est-ce qu'il a fini de se lancer, lui? Non, toujours pas. Ok. Alors, ok, donc j'ai dit, on a un conteneur dans lequel on a un chat list view scrollable. On va rentrer plus dans le détail de ce que ça fait après. Ouais, on va y aller tout de suite. Donc ça, c'est une liste view qui va en fait pas parcourir, mais il va itérer à partir de l'app state. Donc ça, pour moi, c'est l'app state chat en fait pour afficher de manière successive dans un chat bubble. En fait, là, comme ce chat-là, ça va être une liste et il va afficher autant de chat bubble qu'il y a d'éléments dans la liste. Donc, c'est pour ça que là, vous voyez, en fait, ça, c'est un premier élément, ça, c'est un deuxième élément, troisième élément, et ainsi de suite. Et au niveau du blur, en dessous, on va avoir toujours un conteneur. En fait, là, je comprends pas du tout pourquoi on met un blur ici. Peut-être que ça a un aspect esthétique. Je vous laisserai tester par vous-même. Et donc, on a un prompt field qui est un conteneur encore. Oh, ils aiment bien les conteneurs. Ensuite, on a une colonne, un conteneur encore. Et enfin, on a une ligne. Et ici, on a un text field auquel est associée une action. On va regarder après l'action qui est derrière. Icon button qui fait rien. Icon button. Je pense que c'est pour la. Je sais pas à quoi il sert ce icon button là. Je pense que c'est juste pour l'affichage ça. Parce que ça sert à rien en vrai. Pour moi, l'action elle est située au niveau du text field. Donc si on regarde au niveau du text field, il y a 8 actions, pas mal ça. Donc ok, sur le text field, il y a 8 actions qui va se déclencher à quel moment? Il va se déclencher on submit, ok. Donc il va se déclencher au moment où l'utilisateur il va soumettre
le text field en question. Et donc il y a 8 actions qui s'enchaînent, comme je l'ai dit. Et ce qu'il va faire, le première action, donc il va tout d'abord récupérer cette value to set. Il va mettre à jour un... C'est bizarre ça. Ah, il va mettre à jour un lapstate. Ok, donc il y a pas mal d'apstate à mettre à jour. Il y a l'apstate prompt et, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a une liste de messages. Donc il y a 2 apstates qu'il va mettre à jour. Ok. Donc il va mettre à jour, super, les 2. La première, c'est tout d'abord, il va mettre à jour l'apstate prompt avec la texte qui a été saisie dans la zone de texte. Ensuite, il va rajouter dans la liste des messages, en fait, il va ajouter une liste créée de messages, le texte en question. Donc, ouais, il va rajouter dans la liste des messages, justement, le text field pareil, qui vient d'être saisi. Donc, il fait 2 choses avec une seule valeur, mettre à jour l'apstate prompt et mettre à jour la liste des messages dans l'objet chat, dans l'apstate. Ensuite, il va clear fields pin codes. Alors là, attends, text field 1, c'est laquelle? Text field 1... J'ai pas réussi à voir le text field 1. Peut-être qu'il est quelque part. Bon. Soit clear text field. Franchement, je sais pas. Je sais pas d'où vient ce text field 1 là. Il va attendre 500 millisecondes et après, il va scroller pour aller jusqu'à la fin du child view. En fait, c'est l'avantage du chat list view scrollable. Je pense que le chat list view scrollable, c'est celui-là. Et c'est ça l'avantage en fait d'utiliser list view, parce que ça vous permet de déclencher des actions lorsque sur une liste view en fait, contrairement à une simple colonne. Ensuite, une fois qu'il a scrollé, il va remettre à jour l'apstate, mais cette fois-ci avec une create de message. Cette fois-ci, avec 2 valeurs. Donc le role model, donc il va rajouter un message dans l'apstate message, mais cette fois-ci avec 2 champs, donc un champ vide pour le texte et un champ vide pour le rôle. Et la valeur modèle pour le rôle. Attends, si je reviens là, je pense que ici, donc le create de message, il va prendre text field et puis je pense qu'il y a un rôle modèle là, ouais, rôle pour user. Ok, je commence à comprendre. Donc là, on met à jour. Donc dans un premier temps, on met à jour avec l'information qui a été saisie en mettant rôle user et on crée un autre message dans la liste, mais cette fois-ci avec le rôle modèle. Et une fois qu'on a fait ça, on va faire l'appel backend. Donc il y a un appel API qui est fait, on va le voir tout à l'heure. Et l'appel API, elle va faire 2 choses. Elle va pas faire 2 choses, mais si elle reçoit une message, elle va tout simplement mettre à jour l'apstate à partir de ce qu'on a de ce que l'API retourne. Donc là, il va faire un certain nombre de traitements à partir du retour de la réponse d'API, et il va mettre à jour les messages en faisant des combinaisons. Donc ça, c'est le traitement. Donc ça c'est le traitement qu'il fait par rapport au message qu'il reçoit justement de l'appel de l'API. Ok, donc c'est clair, ça me paraît clair. Donc je rouvre l'éditeur d'action. On en était sur l'appel du backend API et qui permet de valoriser derrière un certain nombre de données. Donc ça, c'est le format de message. Ça, c'est la fonction qu'on a vue tout à l'heure. Et puis système message, c'est les valeurs en fait qui sont utilisées pour justement appeler l'API de Gemini. Donc en réponse, on va stocker la réponse de l'appel API dans response. Donc il y a
Attendez, parce qu'il fait deux choses en fait, l'appel, le backend API. Ah, il y avait un scroll ici, on gère les erreurs ici, et ici, on gère la fermeture. Et ici, le scroll to, c'est toujours pareil, on essaie d'aller jusqu'à la fin. Et je pense que ici, j'ai raté un truc, c'est l'update state, ouais, c'est ici qu'on met à jour l'update message. Hop, donc voilà pour la page, vu qu'il y a une seule page. Si on parcourt un peu les autres, en fait, il n'y a que des components. Le component API key, il va permettre de saisir l'API key. Bon, on verra tout à l'heure, mais pour pouvoir appeler l'API de Google, il faut une clé d'API qu'il faudra générer. Hop, le chat bubble, on l'a vu tout à l'heure, c'est les messages, les différents messages. Donc si on regarde comment ça fonctionne, en fait, il y a deux choses. Donc c'est quasiment la même chose entre user et bot, avec une conditionnelle. Vu qu'il va afficher des messages, ce component-là, on affiche le premier si jamais le message a pour rôle user, et on affiche le deuxième si le message il a pour rôle modèle. Hop, donc ici c'est classique, hein, c'est le texte, c'est des textes statiques. Après, la seule chose qui est dynamique, la structure de ces deux widgets là, c'est vraiment le même. Limite, moi je dirais que c'est là où ils auraient dû utiliser un component, mais bon. Il y a quand même une différence parce qu'ici on utilise un markdown. Donc le markdown, ça va être le message qui va être dans l'objet data. Hop, donc ça le chat bubble. Ensuite l'empty state, donc c'est un state vide, hein, il n'y a rien dedans. Je pense que c'est la page qui va s'afficher par défaut lorsqu'on accède pour la première fois à l'écran. Et le top header, ça je vous les ai expliqué tout à l'heure. Là, comme vous voyez, en fait, il y a rien. Donc ça, c'est le component vide comme on a dit. Et si je clique là, je vais bien pouvoir saisir ma clé d'API tout à l'heure, clac, qui va me permettre d'utiliser l'application. Et ici, basculer du mode light au mode dark. Et ici, réinitialiser tous les écrans. Donc voilà ce qu'il y avait à voir par rapport aux widgets, pas widget, mais aux pages et aux components. Dans la suite, on va voir les autres éléments qui constituent ce template-là. Allez, super. Juste petite pause, 2 secondes. Merci beaucoup d'être arrivé jusque-là. Ça fait 15 minutes qu'elle est en train de regarder la vidéo. Pour donner de la force à la chaîne, s'il te plaît, abonne-toi. Et mets un petit pouce, c'est gratos. Allez, on continue. Bon, l'étape suivante, c'est bien entendu de récupérer une clé d'API sur le lien aistudio.google.com. Petite particularité, certes, tu vas pouvoir générer un API, mais il faudra malheureusement utiliser, en fait, associer un moyen de paiement à cette clé d'API là pour que tu puisses l'utiliser. Donc, moi j'ai déjà une clé d'API que j'ai générée et que je vais pouvoir utiliser par la suite. Donc là, j'ai renseigné la clé d'API en cliquant sur ce bouton là. Je vais pouvoir maintenant utiliser l'assistant. Donc l'assistant est configuré, hop, je te montre, en fait l'assistant il est configuré. Si on regarde l'appel à l'API, donc ça c'est un appel d'API classique, hein. Hop, il y a l'URL qui est configuré là, donc c'est un post, et puis l'API key qui est utilisé pour faire l'appel, donc c'est variabilisé, donc tu peux le renseigner à partir de ton application, donc c'est pour ça qu'il est variabilisé ici. Et clac, d'ailleurs pour le voir, en fait c'est à ce niveau là, je vais revenir là, donc add API key, c'est ici, hop, je vais revenir là, add API key, et c'est le bouton qui est là en fait qui va en fait justement renseigner l'API key avec la valeur, clac clac clac, il est où?
J'ai peut-être dit une connerie. Non, je pense pas avoir dit une connerie. Parce que l'appel de l'API, elle est faite où l'appel de l'appli? Elle est faite au niveau de la page. Ok, justement. Donc si elle est faite au niveau de la page, c'est que c'est à ce niveau-là. Donc au niveau des 8 actions et au niveau du back-end call que, hop, type action, que je vais pouvoir renseigner justement ma clé d'API. Donc je cherche en même temps, vous inquiétez pas, j'ai trouvé. Et l'API key, elle est là. Donc c'est le Gemini API key là, ce qui va être un lab state. Ok. Donc c'est bien lab state Gemini key qui va valoriser l'API key qui est passé en paramètre de l'appel de l'API. Donc l'appel de l'API, j'aurais fait là. Donc c'est l'API key qui est là, qui prend la valeur qui est dans lab state qui est là, qui est valorisé lorsque l'utilisateur il fait la saisie ici. Bon, j'espère que tu m'as suivi. Mais je vais continuer. Hop, donc body. Il y a aussi un certain nombre de variables. Donc il y a le variable message, qui peuvent être valorisées en fait au niveau de l'appel à l'API. L'appel de l'API depuis les pages. Clac. Donc, où est-ce que je voulais en venir? Oui. Donc moi j'ai renseigné l'API et l'API key. Donc là je vais pouvoir tester. Et au niveau de l'API key, ce qui a été configuré, c'est si on regarde la requête, donc le message, le système message, variable. Je croyais qu'ils avaient mis un truc. Ouais. Non, ils ont pas mis un truc. Ouais, je pensais qu'ils avaient mis un truc. Parce qu'au niveau de la requête body, ouais, c'est ça. Il faut mettre un texte pour dire système pour comment il doit se comporter le LLM. Donc comme c'est de l'IA, en fait, si tu as l'habitude de l'IA, je pense que tu connais maintenant comment ça fonctionne. Donc ici, tu peux dire par exemple, tu es un développeur d'application. Voilà, donc je vais sauvegarder ça. Si je sauvegarde ça, et de toute façon c'est variable, on peut le modifier. Donc là, ma session elle a expiré. Hop, je vais créer une nouvelle session. Open session. Donc je vais continuer le parcours. Donc là on était sur l'appel à l'API d'AppGemini. Clac clac. Donc ça c'est l'URL qui doit être appelé. Il y a 3 variables qui sont déclarées. Et si on teste, bon je supprime ça. Je pense que c'est leur clé d'API. Ça c'est la mienne. Hop, si je teste l'API call, oups, bad request, comment ça? Hop, advanced setting. Bon, on va supprimer ça. Je pense que c'est l'espace qu'il aime. Le point le quote. L'apostrophe qu'il aime pas. Hop, test API call. Comment ça? Bad request. API key, test API call. Je pense que j'ai pas valorisé certaines choses. Hein. Je vais mettre mon API key là. Save. Response test API call. Ouais, je pense qu'il doit me manquer un truc. Comment faire? Call definition. C'est bizarre ça. Ah, c'est le message. Response and test. Bon, il y a peut-être un petit bug tout à l'heure, j'ai pas trop compris. Donc ce que j'ai fait, j'ai revérifié tout. Donc il y a l'API URL qui va correspondre. Donc ça c'est l'API key, je vais le supprimer tout à l'heure. Donc vous pouvez pas la réutiliser de toute façon.
Ensuite, j'ai vérifié dans le body. Donc là, en fait, ça c'est l'instruction du système qui dit ah, tu dois agir comme si c'était James Bond. Et donc là, c'est le role user, comme on l'a dit tout à l'heure. Il faut utiliser des catégories, block only high. Et si je fais ça, hop, test API call, l'API va me répondre OK, cobblestring. Et là, il y a role model qui sera différent du role user. En fait, role user, c'est le rôle qui va être pris par le user, l'utilisateur, et le role model, c'est le modèle LLM qui est derrière. Donc, petite particularité pour cet appel d'API là. Donc ça, c'est les éléments qui nous intéressent particulièrement. On va retrouver plus tard d'où est-ce que on exploite ces JSON pass là. L'API de Google, en fait, c'est un API qui supporte le stream. Donc, au niveau de la configuration, je crois que c'est de Advanced. Je vais le retrouver. Donc, ça, c'est le test. Je pense que c'est ici. Advanced Setting. Il faudra bien cocher Process Streaming Response, sinon, ça marche pas. Si jamais vous souhaitez masquer, parce que là, en fait, le risque, c'est que votre API il va leaker et il va être disponible à plein de gens. Donc, vous pouvez utiliser un proxy pour masquer et pour qu'il n'y ait que votre application qui ait accès à l'API. Et pour cela, vous pouvez utiliser le make private là. Et il y a de la doc en fait sur flutterflow.io qui vous explique comment faire ça. Mais revenons à nos moutons. Donc, on a un data type qui a été déclaré ici. Donc, un data type, ça permet de définir un type particulier. Donc, c'est l'équivalent des classes pour ceux qui viennent du dev, qui a deux champs, un champ texte et un champ rôle. Le texte va contenir le texte en question. Donc, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure au niveau des actions. Hein. Pour le rôle user, donc là, par exemple, j'aurais défini anonyme pour dire que rôle, ça peut prendre soit user, soit modèle. Et le rôle, donc c'est, comme je l'ai dit, ça peut prendre là une valeur user ou modèle. Si le rôle est user, en fait, quand c'est l'information que saisit l'utilisateur qui est mis dans le texte, et le rôle est modèle quand le texte il provient du modèle LLM. Ensuite, est-ce qu'il y a un enum? Il y a des enums quand même. Donc mais est-ce que c'est utilisé? Moi, je l'ai pas vu en tout cas. Je sais pas si vous l'avez vu, mais moi, j'ai pas vu utiliser ces enums là. Ensuite, les différents upstate. Donc, il n'y a pas de constante déjà. L'upstate, donc système message, ça c'est au niveau de l'API tout à l'heure. Donc, si vous avez vu, appel API, je reviens là. On peut passer des variables à l'API. Donc, il y a système message et API key. Donc, au niveau de l'upstate, il y a le système message. Ça, c'est la valeur par défaut. Donc là, si on utilise l'application tout à l'heure, en fait, lui, le LLM, il va agir comme si c'était un comédien qui va raconter des blagues à propos de l'informatique. Ensuite, le prompt, il va contenir le texte qui va être saisi au niveau du prompt. Donc ça, je vais le fermer. Le prompt qui est là. Et et la liste des messages, comme je l'ai dit, il va contenir à la fois les messages qui sont saisis par l'utilisateur, mais également les messages qui proviennent du LLM. Et l'API key, c'est tout simplement l'API key que vous utilisez en fait pour pouvoir appeler Gemini. L'API REST, ça on l'a déjà vu, en quoi ça consistait. Et après, est-ce qu'il y a autre chose à voir? Donc, le custom function, c'est ce qui permet de formater le message pour le transformer du format provenant de l'appel de l'API vers le modèle message qui est là. En custom files, bon, c'est le truc par défaut, il n'y a rien de particulier. Cloud function, il n'y a rien. Je pense qu'on a fait le tour. Est-ce que c'est intéressant que je revienne sur un point en particulier? Peut-être la démo. Peut-être la démo parce qu'on n'avait pas fait la démo tout à l'heure. Donc la démo, ça expire dans 2 minutes. Raconte-moi une blague sur l'informatique. Donc là, si je valide, il va y réfléchir. Gemini Thinking.
Par contre, le thinking, je sais pas d'où il vient. Bon, là, il a réfléchi trop. Bon, il y avait un truc tout à l'heure, je comprenais pas pourquoi le truc il marchait pas. Tout simplement parce que j'avais pas renseigné l'API en fait à ce niveau-là. Donc là, je vais poser une question. Raconte-moi, comme c'est censé être un gros blagueur, hein, l'API. Donc Flash Mascotte, pour rappel, Flash c'est le nom de la mascotte de Flutterflow. Donc elle est quand même drôle, hein, la blague. Pourquoi les programmeurs ont toujours du mal à trouver leurs clés? Parce qu'ils sont toujours dans leur répertoire. Est-ce que les gens doivent s'abonner à ma chaîne? Ouais, bonne chance, merci. Raconte-moi une blague sur les youtubeurs. Là, tu vois, je pense que ça scrolle. Hein. Et bien sûr, n'oublie pas de t'abonner quand même. Raconte-moi une blague sur les youtubeurs. Pourquoi les youtubeurs sont toujours fatigués? Parce qu'ils passent leur nuit à monter des vidéos. Ouais, trop drôle. En tout cas, merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. Bon courage pour le hackathon et n'oublie pas de t'abonner et de liker la vidéo si elle t'a plu.